Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux à cette conférence organisée par LDDX dans le cadre du cycle de conférences Ingénieurs de demain. Nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur d'accueillir Nicolas Hulot. Votre parole est devenue un peu plus rare et nous vous remercions sincèrement de prendre le temps de venir nous délivrer votre regard sur des enjeux essentiels. Vous avez commencé à vous faire connaître du grand public par des reportages télévisés engagés pour la protection de la nature. Et c'est seulement dans les années 2010 que vous êtes engagé en politique, avant de devenir en 2017 ministre de la Transition écologique et solidaire dans les gouvernements d'Édouard Philippe. Après votre démission, au bout d'une année, vous avez repris la présidence de votre fondation et vous êtes un moment éloigné du débat public, avant de progressivement y revenir depuis quelque temps. Il y a 2 ans, vous avez démissionné du gouvernement en dénonçant un système politique et économique incompatible avec la nécessaire transition à mener. En claquant la porte du gouvernement, vous en avez certainement ouvert une encore plus grande, menant une part importante de la société à prendre conscience des enjeux écologiques et à souhaiter activement une véritable transformation. Vous espériez, au micro de France Inter, provoquer une introspection profonde de notre société sur son mode de vie. À tel lieu, je ne le sais pas, mais force est de constater qu'aujourd'hui, plus que jamais, les débats font rage autour de la question de la transition écologique. Vous appeliez à une mobilisation générale de la population. Peut-être que les marches pour le climat du printemps dernier y ont partiellement répondu. Vous dénonciez l'influence de lobbies dans l'exercice du pouvoir. Ici aussi, à l'école polytechnique, les questions demeurent sur la place à donner aux intérêts privés dans l'élaboration de notre futur. Vous interpelliez sur la politique des petits pas. Aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs multiplient les annonces pour démontrer leur conversion écologique. Est-elle vraiment en train d'avoir lieu ? Les interventions de scientifiques se multiplient pour nous rappeler l'urgence de la crise actuelle. Et lors de nos premiers échanges, nous vous avions proposé d'axer votre intervention sur votre expérience des différents leviers d'action pour enrayer ce désastre. Vous avez pourtant souhaité lui donner un caractère plus alarmiste, en nous expliquant pourquoi vous pensez que nous risquons de perdre la main dans la crise écologique actuelle. Merci de nous partager votre expérience. Merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous. Vous dire le sentiment particulier que j'ai, moi qui ai un bac plus 3 mois, de parler devant des polytechniciens ou des futurs polytechniciens. Et la pression est majeure quand en plus, à mes pieds, j'ai un prix Nobel. Mais malheureusement, il est trop tard pour changer d'avis. La question que vous m'aviez posée, quels sont les leviers ? Je vais y répondre peut-être d'une manière un peu antinomique. Je vais plutôt essayer d'identifier les freins. En identifiant les freins, et si on lève les freins, quelque part, on va redonner un petit peu de fluidité à la transition écologique et solidaire. Mais c'est vrai qu'on est quand même en situation de se poser la question pourquoi nous assistons en spectateurs particulièrement bien informés à la gestation d'une tragédie particulièrement prévisible. Ça n'est pas un déficit d'information, de connaissances. J'y reviendrai, ça n'est pas un déficit de moyens. Mais force est de constater que les années passent, les décennies passent, les conférences se succèdent, les discours se multiplient, les mots se chevauchent, mais que les phénomènes que nous sommes censés contenir, juguler, atténuer, viennent cruellement et tragiquement nous rappeler à l'ordre ce fameux principe de réalité. Alors, est-ce que c'est, comme le disait le philosophe Bossuet, que nous serions d'étranges créatures qui nous affligeons des effets, mais qui continuons à adorer les causes ? La question vaut d'être posée, parce que le constat, il est partagé. Alors évidemment, vous avez toujours quelques esprits chagrins qui vont à rebrousse-poil de la parole de la science, mais globalement, la conférence de Paris a été au moins un moment où chacun a validé la réalité scientifique et l'objectif qu'il fallait à minima s'extraire du monde carboné et des énergies fossiles,
ne serait-ce que pour lutter sur l'une des composantes de la crise écologique, qui est la crise climatique, mais qui n'est pas la seule. Alors comment se fait-il que le temps passe et que non seulement les phénomènes, eux, se développent à grande enjambée, mais qu'aucune de nos tendances qui sont à l'origine de la crise écologique, l'érosion de la biodiversité, l'érosion des ressources naturelles, la destruction des écosystèmes et le changement des grands équilibres, au premier rang desquels les grands équilibres climatiques. Et je ne cesse personnellement de me dire pourquoi il est aussi lourd, compliqué, moi-même dans mon engagement depuis maintenant 30 ans, d'essayer de convaincre l'humanité de se sauver d'elle-même. Et je n'ai pas une réponse claire, et en tout cas pas une réponse unique. Je pense qu'il y a un ensemble de freins, et je les évoquerai au risque même d'en oublier quelques-uns, des freins structurels, psychologiques, culturels, mais aussi des freins institutionnels, économiques, financiers. Le premier des freins, peut-être, c'est que l'on sait les choses, mais on n'y croit pas forcément. On n'y croit pas forcément parce que, alors là, je mets une hypothèse et je l'assume, mais je veux bien croire que je la prends avec prudence. Mais enfin, quand même, je considère que dans l'histoire de l'humanité, les hommes ont subi deux grandes humiliations. La première humiliation, c'est quand les hommes, et notamment par Galilée et Copernic, ont découvert que pour finir, nous n'étions pas le centre du monde. La deuxième humiliation, et encore, certains la contestent, c'est quand notre camarade Darwin nous a fait la démonstration que nous ne faisions pas l'objet d'une création distincte, que nous avions une matrice génétique commune, non seulement avec les grands singes, mais avec les poulpes. Et pour moi, la troisième humiliation, qui explique peut-être cette résistance à prendre en compte la réalité qui nous tombe dessus au début du XXIe siècle et à la fin du XXe siècle, c'est peut-être que l'homme découvre qu'il est un loup pour l'homme et découvre que quelque part, il est victime de son propre succès. Parce que le paradoxe, c'est que ça n'est pas un déficit d'intelligence, ça n'est pas un déficit de moyens, c'est probablement justement un trop plein de moyens. Einstein avait bien anticipé le paradoxe dans lequel nous sommes. Il disait « Notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions ». Et plus récemment, mais dit différemment, mais avec la même notion, Edgar Morin disait « Nous sommes technologiquement triomphants, mais culturellement défaillants ». Et pour moi, je ne peux pas mettre ce paramètre de côté. Je pense que quelque part, nous avons été, à juste titre, aveuglés par le succès de la science et ses déclinaisons technologiques. Et nous sommes presque englués dans les filaments de ce que l'on appelle, entre guillemets, le progrès et de nos découvertes. Et quelque part, notre interprétation de la réalité en a souffert puisque nous n'avons plus du tout conscience que notre sort, nos origines et notre destin est dans les mains de la nature. Je pense quand même qu'il y a quelque part aussi l'idée qu'il y a un couple qui s'est formé dans la modernité, avenir et progrès, et que demain sera forcément mieux qu'aujourd'hui. Et donc qu'il suffit de courber l'échine et d'attendre un petit peu et que la science, la technologie, voire même la finance, vont trouver remède aux difficultés qui jalonnent notre chemin. Alors appelons ça du scientisme, du positivisme, que sais-je encore. Mais je l'ai bien vu dans mes 30 ans d'engagement, souvent chez des gens, et je le dis sans aucune ironie, particulièrement intelligents, il y a ce petit espoir que demain on va se réveiller avec quelque chose qui va nous permettre, par exemple, de régler la machine climatique.
je me souviens, et j'étais avec lui hier soir, et nous en avons souri, d'Yves Coppens, le père de Lucie, qui un jour avait fait une tribune dans Le Monde en disant « Mais ne vous inquiétez pas, si effectivement, à cause de l'accumulation des gaz à effet de serre, la température sur Terre s'élève, avec notre puissance nucléaire, on pourra changer l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre et on va réparer tout ça. » Mais il y a longtemps qu'il avait dit ça. Mais il l'avait écrit. Et je persiste qu'il y a encore ce petit soupçon. On sait les choses, mais voilà, l'avenir est une promesse quelque part à laquelle on croit en permanence. Je le dis parce que dans les facteurs culturels ou psychologiques, il y a peut-être aussi, je dirais, des facteurs presque biologiques. Je m'explique. Je pense que sans le savoir, sans nous en rendre compte, nous avons une difficulté presque chronique à nous fixer des limites. Je ne sais pas si vos études vous ont amené à consulter un livre d'un neuroscientifique, Sébastien Boller, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le bug humain ». Et dans le bug humain, alors je vais le faire très sommairement, pardon si je suis peut-être un peu réducteur, il nous explique que le cerveau humain a très peu évolué au fil du temps et qu'il fonctionnait d'une manière assez basique, c'est-à-dire que quand le cerveau recevait un stimuli, et que, par exemple, la peur, la faim, le froid, le désir de se reproduire, il satisfaisait cette information et en récompense, le striatum, le système nerveux, sécrétait une petite molécule que l'on appelle la dopamine, la molécule du plaisir. Et il a fait des tests un jour chez un rat, il a enlevé la petite glande qui sécrète la dopamine et le rat ne s'est plus nourri. Et en gros, c'est comme ça que l'homme, peut-être même le vivant, a évolué, notamment par cette récompense. Mais sauf que les sollicitations externes, pendant longtemps, étaient très rudimentaires. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes devenus addicts parce que nous avons une profusion de stimuli et nous ne savons pas y résister. Et nous avons une vraie difficulté à nous fixer des limites. Et toutes les expériences montrent que parfois on préfère ne pas se priver d'un plaisir immédiat au risque de s'exposer à des difficultés quelque temps après. Alors, je me suis permis de rentrer par ce biais-là, mais c'est quand même important parce que ça nous permet quand même de regarder la nature humaine comme nous sommes, avec nos grandeurs, bien entendu, et en aucun cas ne voyez dans mon propos l'idée de vouloir réfuter l'héritage des siècles en termes de progrès, mais je pense que nous sommes arrivés à un point où nous devons franchir un troisième pas. Et pourquoi je dis un troisième pas? Parce que je pense que dans l'histoire du vivant, il y a eu deux pas importants. Il y a eu le pas de la vie, il y a eu le pas de l'esprit, et le troisième pas, c'est le pas du sens. Et pour moi, quand on me demande qu'est-ce qu'il y a le plus important à faire aujourd'hui, c'est la révolution des esprits, c'est-à-dire de redonner du sens au progrès. Et personnellement, je suis convaincu que nous avons dévoyé au fil du temps, inconsciemment, la notion même de progrès. Ça explique aussi l'impasse dans laquelle nous nous engageons, mais par définition, une impasse, on peut faire demi-tour et essayer de trouver un autre chemin. Ça, c'est pour la partie peut-être, je dirais, intellectuelle, psychologique, culturelle. Mais ne sous-estimez pas non plus son importance, qui explique un peu parfois l'inertie et la difficulté du passage à l'acte. Cette confiance quand même que l'on a dans le temps, dans la science. Je serais évidemment malvenu devant un prix Nobel de dire ma défiance vis-à-vis de la science, pas du tout. Mais comme disait Jean Rostand, attention que la science ne fasse pas de nous des dieux avant de faire de nous des hommes. Et je pense que nous devons, peut-être à un moment ou à un autre, nous échapper d'une forme de vanité pour revenir dans une forme d'humilité.
Plus concrètement, au-delà de ces aspects évoqués, il y a d'autres freins qui nous empêchent d'adapter, mais c'est plus que d'adapter, de convertir, de changer de paradigme, de changer de modèle pour l'adapter aux contraintes du XXIe siècle, qui sont les contraintes écologiques et les contraintes sociales, et les deux, pour moi, sont absolument indissociables, tout simplement parce que la crise écologique renforce les inégalités, et la crise sociale n'est pas plus tenable que la crise écologique parce qu'elle n'a pas d'issue heureuse. Et je fais une toute petite parenthèse. Pourquoi je vous dis que la crise sociale n'a pas d'issue heureuse? Elle n'est pas d'aujourd'hui. Les inégalités ne sont pas nées au XXIe siècle. Mais il y a une petite chose qui a changé et dont on n'a pas pris la mesure, qui fait que la crise sociale comme la crise écologique, ça n'est pas une option, c'est une condition de les résoudre. C'est que nous sommes maintenant dans un monde connecté. Et ceux qui sont exclus ont vu sur les inclus. Et vous ajoutez à l'exclusion un élément explosif qui est l'humiliation. Et comme la crise écologique ajoute de l'exclusion à l'exclusion, parce que les plus vulnérables, ce sont les premiers frappés. Ceux qui subissent les conséquences déjà des changements climatiques, de la désertification, de la pénurie des ressources naturelles et vitales comme l'eau ou les terres arables, ce sont des hommes, des femmes et des enfants qui subissent un phénomène qu'ils n'ont pas provoqué, qui lui-même est la conséquence d'un mode de développement dont ils n'ont pas profité, et mode de développement qui parfois, et je le dis avec beaucoup de prudence, s'est fait à leur détriment. Donc chacun peut comprendre que dans un monde qui est très réactif, les inégalités comme la crise écologique ne peuvent en aucun cas perdurer au XXIe siècle. Ce qui rend difficile le passage à l'acte, c'est ce que les économistes appellent aussi la tragédie des horizons. Et ça, c'est très important de comprendre ça parce que souvent, j'entends dans la rue, dans des conférences, sur des plateaux de télévision et des studios de radio, rendre le personnel politique responsable de tous les maux. Je ne souscris pas à cette polarisation simpliste parce qu'elle est dangereuse. Ce qui n'exonère pas les politiques de leurs responsabilités. Mais un jour, dans une salle qui était un peu vindicative vis-à-vis de l'exécutif actuel, j'ai demandé aux personnes qui étaient particulièrement remontées, je leur ai posé la question suivante. Comment expliquez-vous que tous les 5 ans, pour ne parler que de notre pays, au moment des élections présidentielles, on cède à une forme d'ivresse collective, d'euphorie, comme si nous avions élu Merlin l'Enchanteur, et que 2 ans, pour le mieux après, on est prêt à clouer au pilori le même Merlin l'Enchanteur. Est-ce que ça veut dire que nous sommes des électeurs stupides qui élisons des présidents tout autant stupides? La réponse est forcément non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans nos démocraties ou dans nos institutions. Et je pense que cette réflexion, elle est excessivement importante. Alors n'y voyez aucune prétention, je n'ai pas une vision claire de ce qu'il faudrait modifier, mais j'ai quand même vu effectivement, pour revenir à ce thème de la tragédie des horizons, qu'il y a une grande difficulté dans l'exercice du pouvoir, c'est de combiner la pression du présent avec la raison du futur. Combiner 2 échelles de temps. Et ça, c'est très difficile, parce que la pression du présent, elle est énorme sur le pouvoir politique. Alors que la pression des événements futurs, ou des générations futures, ou la pression de la disparition et de l'érosion de la biodiversité ne se fait pas au quotidien. Et en permanence, un politique est sous le feu d'injonctions contradictoires. C'est important de le savoir parce que ça, simplement que chacun comprenne que nous avons aussi parfois une part de responsabilité parce que nous voulons le changement, mais si possible, à côté. Et je le dis sans aucune démagogie, mais c'est important de comprendre que nos sociétés et notre monde ne changera que si on arrive à trouver une forme de convergence, d'harmonie plutôt, entre la volonté des citoyens et la faculté des hommes politiques. Mais la défiance qui existe aujourd'hui dans la démocratie, dans une démocratie et une société qui entretient à foison la culture de la confrontation, la culture du ring et la culture de la polémique.
Dans une situation aussi complexe, aussi radicale, aussi cruciale que celle que nous traversons actuellement, pas simplement en France, dans le monde entier, eh bien, ce brouhaha permanent, où souvent le futile et l'insignifiant l'emportent sur l'utile et l'essentiel, cela n'est pas propice, encore une fois, à partager une vision et à engager avec une forme d'enthousiasme, parce que la seule chose qui est effrayante, c'est de laisser le monde se défaire plutôt que de l'organiser. Et ça devrait plutôt nous réjouir. Je dis ça parce que là aussi, il y a un changement de modalité à opérer. Personne ne peut s'exclure de sa part de responsabilité. Et le jeu politicien, notamment dans notre pays, pour ne parler que de notre pays, avec le fait qu'on perd, toute objectivité dans le jeu politicien. Victor Hugo dénonçait ça à l'époque, il disait les hommes politiques préfèrent la consigne à la conscience. Mais aujourd'hui, compte tenu de la gravité de la situation, comme en période de guerre, je pense qu'il y a un impératif de se retrouver, d'abord parce que la complexité fait qu'on ne peut pas sous-traiter la transformation de la société à une petite fraction de celle-ci. Donc, il va falloir aussi qu'il y ait une forme de maturité politique et en même temps d'adapter notre démocratie à deux paramètres qui ont changé depuis quelques décennies. La précipitation du temps. Dans ma brève expérience au gouvernement, j'avais l'impression, mais j'ai pu comparer par la suite, que je n'étais pas le seul au gouvernement, d'avoir été happé comme dans un fleuve en crue et que la part de réflexion était pratiquement la portion congrue de mon planning. Le reste était consacré à de la représentation ou à de la communication. Et d'ailleurs, si vous ne communiquez pas, immédiatement, on vous accuse de ne rien faire. Mais ça n'est pas une question de faculté des hommes ou des femmes politiques, c'est simplement que la densité d'informations, d'événements qui convergent vers vous, vous empêche de faire de la prospective, au moment où on en a beaucoup besoin. Et de voir les choses à une échelle de temps évidemment plus longue que les échéances électorales. Et donc je pense qu'il faudra adapter nos démocraties à non seulement l'intrusion du futur dans notre scope, mais faire en sorte qu'il y ait un lieu de pouvoir apaisé, documenté, qui permette d'évaluer les investissements, les politiques publiques, de les planifier, les anticiper, dans lequel d'ailleurs, parce qu'il va falloir avoir une démocratie beaucoup plus inclusive, on va associer les citoyens tirés au sort à la complexité. Et je pense que tant que nos démocraties seront dans une telle précipitation, quelle que soit la qualité ou pas des hommes et des femmes politiques, nous irons de déconvenu en déconvenu. Et puis, peut-être aussi, ou pas peut-être, plus certainement, si l'on veut demain mettre un terme, non pas du jour au lendemain, aux inégalités sociales, ou en tout cas les atténuer, faire en sorte, dans notre pays, en Europe, d'éradiquer certaines situations qui sont absolument intolérables, mais surtout si l'on veut amorcer un nouveau monde, changer de modèle énergétique pour s'affranchir des énergies fossiles, changer le modèle agricole pour avoir une alimentation saine et un mode de production agricole qui n'aggrave pas la crise climatique et qui ne participe pas à l'érosion de la biodiversité. Si l'on veut donner du choix à chacun pour que la mobilité au quotidien ne soit pas cette épreuve d'humiliation que l'on voit dans les transports franciliens, et où que l'on soit, on puisse avoir un choix de mobilité compatible avec les enjeux du XXIe siècle, chacun peut comprendre que pour amorcer cette société, il va falloir investir massivement. Mais investir avec quoi? Avec quel argent? Et c'est là où mon expérience, ou en tout cas, oui, l'expérience que je tire, c'est qu'il y a une forme de mystification ou de mensonge, mais pas de mauvaise foi et pas de mauvaise volonté, mais qui est entretenue par tout le monde. C'est qu'on oublie une chose essentielle au moment où on a le besoin d'investir massivement pour sortir de situations qu'on voit bien qui ne sont pas durables parce que ça explose de partout. Il faut des sommes importantes et l'État n'a pas
de marge, de manœuvre, puisque chacun le sait ici, la première dépense de l'État, ce sont les remboursements des intérêts de la dette, qui ne cessent d'ailleurs de s'amplifier chaque année. Donc si l'État promet tant de milliards, je ne sais pas, pour aider le personnel soignant, ou tant de milliards pour aider le personnel judiciaire, ou tant de milliards pour l'éducation, ça sera de toute façon un jeu à somme nulle, et le bonheur des uns se fera forcément au détriment des autres. Au moment où on a besoin non pas de quelques milliards, mais d'une profusion de milliards pour amorcer le nouveau système, pour rentrer dedans. Parce qu'il y a une période, effectivement, la période de transition, il va y avoir des gagnants et des perdants, et donc il va falloir aider les perdants pour qu'ils profitent de l'opportunité économique et sociétale. Et chacun le sait, à l'échelle européenne, il va falloir des centaines de milliards. Alors, sans faire de démagogie, en 2008, quand il y a eu la crise boursière, économique, il ne vous aura pas échappé, moi qui ne suis pas un économiste, mais j'ai observé qu'à cette époque, on a transgressé les dogmes économiques sans aucun état d'âme. On a brisé ce qu'on appelle l'orthodoxie économique, on a fait tourner la planche à billets, et ce sont des milliers de milliards d'euros qui ont été injectés, dont, à l'observation avec du recul, la majorité a servi à la spéculation. Mais on n'a pas eu d'état d'âme. Mais pour sauver la planète, j'aime pas cette expression, mais préserver les conditions d'existence de nos enfants, on s'interdit même d'y penser. Alors ce n'est pas la seule option de faire tourner la planche à billets. On peut faire de la dette, parce que ce n'est pas de l'argent perdu. C'est de l'argent qui va nous épargner ce qu'on appelle en économie des externalités négatives qui sont monstrueuses et qui vont même d'ailleurs plomber nos économies. Et la transition écologique et énergétique, c'est une transition, on est gagnant parce qu'elle passera aussi par l'efficacité énergétique. Donc on va réduire énormément notre consommation d'énergie, mais il faut investir. Et puis on va s'épargner toutes les conséquences sociales, sanitaires, environnementales. Mais pour changer de modèle, on ne peut pas le faire à petits pas. Quand j'ai quitté le gouvernement, on m'a accusé de ne pas m'accommoder des petits pas. Mais vous avez l'impression, quand on regarde ce qui se passe en Australie, ce qui se passe en Amazonie, que la nature, elle, réagit à petits pas? Non, elle réagit à grande enjambée. Et nous avons une espèce de sordide course contre la montre entre notre réaction et les phénomènes que nous essayons, non pas d'arrêter parce que c'est trop tard, mais au moins de contenir. La seule marge de manœuvre que nous avons aujourd'hui, c'est de limiter la casse. Mais sur les changements climatiques, en tout cas, le coup est parti. Et donc, il faut aussi investir pour l'adaptation, la nôtre, mais celle de ceux qui sont déjà, parce que pour beaucoup, le changement climatique, c'est encore un phénomène à venir, ou en tout cas ses conséquences. Mais on oublie que le changement climatique, malheureusement, directement ou indirectement, soit par des phénomènes brutaux comme les inondations, les typhons ou les ouragans, soit par des phénomènes au long cours comme la désertification, affectent des millions de personnes chaque année. Donc on est déjà dedans. Donc si on ne transgresse pas des règles communes, qui ne sont pas des lois divines, mais je ne vois pas comment, par rapport à une situation si lourde, on va y arriver. Mais rien ne nous empêche, à un moment ou à un autre, d'être un peu disruptif. Souvent on me dit, mais Hulot, il est devenu radical. Mais non, c'est la situation qui est radicale. Mais si on fait les choses en grand, et Dieu sait, c'est la bonne nouvelle, ça n'est pas un déficit moyen. Peut-être que demain on sera pris de court et qu'à un moment ou à un autre on aura perdu la main. Je ne sais plus quel philosophe disait je déplore que le sort de l'humanité soit dans d'aussi mauvaises mains que les siennes. Mais moi je veux lui donner tort. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait encore notre sort et notre destin en main. On est rentré, selon les géologues, dans l'ère de l'anthropocène. Ça veut dire que l'humanité est devenue son propre facteur déterminant. Eh bien, on peut s'en inquiéter ou s'en réjouir. Moi, ce qui m'inquiétera et qui m'effraiera, c'est le jour où on aura le sentiment qu'on a perdu les manettes. Mais je considère qu'on les a encore. Mais on n'a plus beaucoup de temps. Et qu'on doit réagir en grand et on doit réagir rapidement parce que les choses n'ont d'effet. Vous savez, Mandela, qui a été un peu mon mentor, disait « Nous réduire ne rend pas service au monde ».
Eh bien, moi, je dis faire les choses en petit, ça ne sert à rien. Voilà. Il faut faire les choses en grand. Et il faut fixer des standards de demain et faire en sorte, par la planification, et j'insiste bien, si on veut qu'une société change, ça ne peut pas se faire brutalement. Ça doit se faire avec 3 principes que l'on ne sait plus faire aujourd'hui. Et ce n'est pas parce qu'on ne sait plus le faire aujourd'hui qu'on ne peut pas le faire demain matin. Le premier principe, c'est un principe de prévisibilité. Il faut se fixer des objectifs qui dépassent, qui ne soient pas, conditionnés aux alternances politiques et électorales. Et pour moi, ces objectifs, qui sont des objectifs vitaux, comme notamment les objectifs climatiques, il faut presque les constitutionnaliser. Parce que si l'objectif n'est pas associé à un sentiment, une conviction d'irréversibilité, personne ne bouge. Donc il faut non seulement de la prévisibilité, mais il faut de l'irréversibilité. Mais après, pour éviter que ça soit brutal pour ceux qui vont être affectés par cette transition, il faut de la progressivité. Et dans la progressivité, il faut se donner les moyens d'identifier ceux qui vont être pénalisés pour les accompagner. Et là, on en revient à des choses très concrètes. La fiscalité. Et ça nous ramène à un embrasement que notre pays a connu. Alors je ne veux pas non plus être caricatural, parce que ce n'est pas simplement la hausse de la taxe carbone qui a levé un mouvement social que personne n'avait vu venir, mais ça a peut-être été la petite étincelle qui a embrasé une colère qui était déjà présente probablement à très faible profondeur. Mais si la fiscalité écologique, parce que chacun comprend que la fiscalité, c'est d'abord un instrument de recette, que sans fiscalité, sans impôt, l'État est démuni pour mettre en œuvre les politiques publiques. Donc chacun comprend qu'il faut de la fiscalité. Et la fiscalité, elle peut être aussi un instrument de régulation. Si vous taxez progressivement ce qu'il faut arrêter ou diminuer, et qu'à l'inverse, vous faites donner des avantages fiscaux, soit par une faible taxe, soit par des exonérations, soit par des subventions à ce qu'il faut développer, vous pouvez assez rapidement changer les modes de production et les modes de consommation. Imaginez si demain, en Europe, on a une TVA brutalement incitative sur tous les biens et les services qui sont compatibles avec les enjeux écologiques, et progressivement, pour ne mettre personne, à commencer par les industriels, dans une impasse, une TVA dissuasive, eh bien, en 10 ans, vous pouvez changer les modes de production et les modes de consommation. Mais si la fiscalité écologique, c'est simplement une fiscalité punitive et additionnelle qui vient charger la barque fiscale, eh bien, effectivement, il ne fallait pas s'étonner qu'à un moment ou à un autre, la colère explose. Et là aussi, je pense que l'absence de vision intégrale de la fiscalité. D'abord, sans rentrer dans le détail, mais pour moi, c'est un sujet important. Ce n'est pas forcément le plus sympathique. Mais j'ai échangé tout à l'heure avec le directeur ici, et je lui disais, mais c'est étonnant quand même que dans notre pays, ce n'est pas le seul, 70% des prélèvements obligatoires portent directement ou indirectement sur le travail. Si on considère que la fiscalité, c'est un instrument contraignant, alors qu'on a besoin de libérer l'emploi, il paraîtrait assez normal que plutôt que d'impacter le travail, c'est-à-dire ceux qui créent de l'emploi et ceux qui en bénéficient, on aille plutôt impacter avec la fiscalité ce qui a besoin d'être régulé. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de basculer les régulations et de faire en sorte de mettre la fiscalité là où on a besoin de préserver la ressource ou de protéger? Alors évidemment, ceux qui ont un esprit avisé vont me dire « oui, mais alors, si tu utilises la fiscalité comme un instrument de régulation, si ça fonctionne, tu vas baisser les recettes de l'État. » Certes, mais à ce moment-là, tu peux ou la piloter ou adosser cette fiscalité à des revenus qui ne sont pas issus du travail. Tout ça pour dire que si on ne fait pas les choses en grand, si on reproduit le même système, si on reste dans les codes, dans les normes, qui ont eu leurs bénéfices, mais qui nous mettent dans cette impasse, personne ne devra s'étonner que nous ne sortions pas par le haut de la situation dans laquelle on est. Et pour moi, c'est excessivement important et il faut faire les choses en grand, il faut oser faire des choses, mais si nous raisonnons avec les mêmes modes de pensée, les mêmes réflexions, combien de fois n'ai-je entendu « on ne peut pas faire autrement » ? Voilà, ça a toujours marché comme ça. Eh bien, cette espèce de conformisme, moi, me rendait fou. On ne peut pas faire autrement, mais avons-nous le choix ?
avons-nous le choix de business as usual, c'est-à-dire continuer le business et ça va bien se terminer? Mais un économiste américain disait, a-t-on besoin d'être un prix Nobel d'économie pour penser qu'une croissance infinie n'est pas possible dans un monde fini? N'importe quel gamin de CM1 peut comprendre que ça ne peut pas fonctionner. Et d'ailleurs, ce que l'on avait appelé le Club de Rome dans les années 70 avait très bien vu qu'il n'y avait pas d'issue. Donc il y a un modèle économique qui épuise. Et un modèle économique non seulement qui épuise le substrat de l'économie, c'est-à-dire la ressource, mais pour la production économique, plutôt que de la disperser, il la concentre. Mais tant que ça ne se sait pas, ça peut durer. Mais maintenant où chacun sait, par les journaux, par Internet, que vous avez, et je le prends avec précaution, 1% qui concentre 93% des richesses de la planète, personne ne peut aspirer à vivre en paix tant qu'il y a une telle inéquation. Donc il y a là un modèle profond à changer. Et c'est là où aussi il y a un grand malentendu que j'ai, moi, subi sans animosité, mais avec déception et tristesse. Dans l'esprit de quelques-uns, peut-être même de beaucoup, l'écologie, c'est un sujet parmi d'autres. Personne ne conteste globalement, à part Trump et Bolsonaro, que la crise écologique est une crise importante. Mais la lecture qu'on en fait n'est pas la même. Pour certains, c'est un sujet. Pour d'autres, dont je fais partie, c'est le sujet. C'est l'affaire du siècle. Parce que pour moi, la crise écologique conditionne tout ce qui a de l'importance à nos yeux. Rien ne résistera si on laisse combiner la crise sociale et la crise écologique. Alors la difficulté, et j'en terminerai par là, parce que peut-être que c'est aussi la difficulté essentielle, c'est que chacun a compris que c'était une crise universelle. C'est un enjeu universel. Donc à quoi bon la France, qui pour finir n'est pas le plus mauvais, loin de là, être plus vertueux si ça ne change pas le dénouement? À quoi bon vous et moi manger bio si pendant ce temps, à l'autre bout du monde, on se vautre dans une agriculture conventionnelle et productiviste? Et à ce compte-là, chacun se renvoie la balle, et c'est ce qui se passe. C'est que ce n'est pas très enthousiasmant. On se dit, si ça ne change pas l'issue, voilà. Et il y a une espèce de tentation de fuite en avant, céder à une espèce d'hybris technologique, consumériste, et cette tentation, elle est là. Et puis au moment où, en plus, on voit bien qu'indépendamment de la crise écologique, il y a un modèle sociétal qui a tendance un peu à s'effriter, au moment où il faudrait justement qu'on additionne les intelligences et qu'on unisse nos moyens, plutôt que des passerelles, on voit que ce sont des murs qui sont en train d'être dressés. Des murs réels comme ce mur infâme que Trump veut faire au sud des États-Unis, mais des murs parfois virtuels, c'est-à-dire qu'on se noie, on se perd, on se distrait dans un monde virtuel pour ne pas affronter la réalité. Au moment où on devrait passer de l'individualisme au collectif, passer d'une mondialisation qui n'est pas basée sur la compétition mais sur la coopération, au moment où on devrait passer du libre-échange au juste-échange, eh bien ce sont des forces de résistance qui sont en train d'émerger. Et c'est vrai que cet enjeu universel, qui pourtant devrait avoir une vertu majeure, peut-être qu'elle arrivera, mais cette vertu majeure de cet enjeu universel, c'est que tout d'un coup, la crise écologique nous confronte à notre communauté de destin. Qui que l'on soit, où que l'on soit, aucun statut économique, politique, religieux ne nous immunisera contre les conséquences de la crise écologique. Comme disait Martin Luther King à propos de la cause des Noirs, on est confrontés à agir ensemble ou à tous crever comme des idiots. Mais quelque part, cette injonction qui nous arrive au bon moment, parce qu'elle nous oblige à nous réinterroger sur la finalité, sur le sens des choses, sur la condition humaine, sur ce qu'est le progrès, et surtout à nous voir comme une petite famille de naufragés perdus entre deux infinis, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et donc de nous voir comme une famille humaine, avec sa diversité, qui est une richesse. Le nous devrait l'emporter sur le je. Et nous sommes sur cette
ce chemin, ce seuil étroit de tolérance où tout peut l'emporter. On est sur un point de bascule, le meilleur comme le pire. Et on se trouve tous, avec des âges différents, arrivés sur Terre à ce moment passionnant et fatidique, exaltant et effrayant. Mais voilà, comme le disait un autre philosophe, Bergson, l'avenir est incertain parce qu'il dépend de nous. Donnons-lui raison. Merci. Bien. Merci beaucoup, Monsieur Hulot. Et je me permets d'associer la salle à mes remerciements pour votre analyse des freins qui nous empêchent, bien qu'étant conscients de la crise dans laquelle nous nous trouvons, d'agir et pour votre vision des solutions. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va passer à une séance de questions-réponses. Donc, il vous suffit de lever la main et nous sommes deux et nous vous amènerons le micro. Je vois déjà une première question. Bonjour. Je suis très surpris que dans un discours comme ça, on n'ait pas entendu le mot décroissance, en fait. On effleure le fait que la croissance infinie, ça ne marche pas dans un monde fini. Bon, bah, le pendant de ça, c'est qu'il faut décroître, ou alors accroître, rester stable, mais je crois qu'on est allé un peu trop loin dans les limites planétaires. Et je pense que dans la recherche des solutions, il y a beaucoup la question de faire un monde qui marche économiquement en décroissant. Et notamment comment on peut maintenir cet investissement qu'il nous faudrait dans un monde décroissant. Est-ce que vous avez des idées sur comment maintenir un investissement dans un monde décroissant? Voilà. Dans l'esprit commun des acteurs économiques et politiques conventionnels, le mot décroissance, c'est un gros mot. Quand on l'emploie, on voit bien les visages se fermer. Comme si la décroissance était évitable. Dans un certain nombre de secteurs, elle va s'imposer. Le modèle actuel, si on ne fait rien, si on ne pilote pas, parce qu'on découvre en réalité, avec un peu de retard, que dans notre monde, l'abondance n'est pas la norme. La norme, c'est la rareté. Donc si on ne pilote pas la rareté, la phase d'après, c'est la pénurie. Bon. Et le modèle tel qu'il existe actuellement, de plus en plus productif, il va épuiser pas simplement des matériaux rares, des ressources élémentaires en cours de siècle. Je vous invite à lire le livre de Guillaume Pitron là-dessus, et vous verrez que des métaux basiques sur lesquels l'industrie, par exemple l'automobile, repose, pour ne parler que de cette industrie, en milieu de siècle, on n'en aura plus. Donc de gré ou de force. Et c'est vrai que souvent, c'est là que dans mes interlocuteurs, qui ont été, je le dis sans aucune ironie, mais élevés au biberon de la croissance, qui a eu ses vertus, pas pour tout le monde, mais qui a donné en tout cas l'illusion, et plus que l'illusion, qui a eu ses fruits, leur parler de décroissance, ou à défaut, pendant un stade intérimaire, de croissance ou de décroissance sélective. Parce que je pense que dans la période de transition, il y a des choses qu'il va falloir croître. Et il y a des choses qu'il va falloir décroître. Mais à terme, il va falloir une société qui dématérialise un peu, bien entendu. Une société qui passe d'une économie linéaire, pour faire court, où on extrait, on transforme, on produit, on consomme et on jette. La nature, elle ne fonctionne pas comme ça. Elle prend, elle transforme, elle jette, mais ce qu'elle jette devient une nouvelle matière première, ce qu'on appelle l'économie circulaire. Mais il faudra qu'on y vienne. Mais dans cette phase de transition, parce que le modèle abouti économique, sociétal, qui va bien avec les contraintes démographiques, économiques, sociales et écologiques, très sincèrement, moi je ne l'ai pas dans une vue précise. Et je ne sais pas qu'il y a une vue précise du modèle qui va être compatible avec ces enjeux. J'ai une vue assez précise du modèle dont on doit s'extraire et du chemin qu'on doit emprunter. Et je pense que chemin faisant, les choses se préciseront. Mais celui qui vous dit j'ai un modèle de substitution établi, j'ai lu beaucoup, y compris des gens comme Joseph Stiglitz ou bien d'autres. Mais quand on regarde dans le détail, c'est difficile. Voilà. Mais évidemment, prenez simplement
les énergies fossiles, il faut organiser la décroissance des énergies fossiles. Et donc, pour l'organiser, il faut se fixer des objectifs, il faut les fixer dans la loi, il faut les monitorer, et puis il faut mettre en place la fiscalité qui est dissuasive. C'est pour ça que le prix du carbone, qu'on le veuille ou pas, il faut qu'il soit dissuasif. Et puis après, il faut se fixer les normes et les réglementations qui vont avec. Et c'est à ces conditions-là, encore une fois, si on planifie les choses, qu'on y arrivera. Mais cette croissance sélective et cette décroissance sélective, elle ne me choque pas en soi. En tout cas, elle ne me choque pas intellectuellement. Parce que, pardon d'être un petit peu long, mais c'est important. J'ai évoqué tout à l'heure la notion du mot progrès. Je ne sais pas, chacun doit en avoir son interprétation, sa lecture, mais enfin pour moi, basiquement, le progrès, c'est ce qui participe à améliorer la condition humaine. Et au fil du temps, un peu aveuglé, ébloui par nos performances technologiques, on a un peu confondu les additions de performances technologiques avec la notion de progrès. Et nous sommes devenus un peu, addicts à deux principes. Un principe technologique, c'est-à-dire tout ce qu'on peut se faire, on se le fait, et un principe économique, tout ce qu'on peut se payer, on se le paye. Je ne pense pas que ça soit un gage de liberté, justement, d'être happé par ces deux principes. La liberté, c'est d'avoir le choix, se fixer des choix. C'est de choisir entre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et donc, il y a des choses dont il va falloir s'extraire. Mais serons-nous moins heureux à limiter nos choix? Serons-nous, pour employer quelque chose de caricatural, mais moins heureux de manger des fruits de saison, d'avoir des biens de consommation qui, plutôt que d'avoir traversé tous les océans avec des porte-containers, ont été produits plutôt à proximité? J'en suis pas totalement convaincu. Chacun sait que si on arrive un peu à se libérer du matérialisme, je pense que ça sera au bénéfice des relations humaines et des relations sociales. Maintenant, encore une fois, avec beaucoup de prudence, oui, ça explique aussi l'état de sidération de beaucoup de personnels politiques et parfois d'acteurs économiques. Le modèle à venir, on ne l'a pas encore totalement précisé, parce que là, il y avait un modèle qu'on pensait universel. On pensait que ce modèle allait pouvoir se déployer dans tous les pays émergents, et on découvre que malheureusement, ce qui risque de se passer, le fait que, par exemple, la Chine ou l'Inde, à juste titre, en tout cas d'une manière légitime, veulent reproduire le même modèle, ça va précipiter, évidemment, le déclin de ce modèle à l'échelle mondiale. Il y a une... Angélique. Bonjour. Ma question porte sur l'acceptabilité de la décroissance et en particulier sur le numérique. Parce que vous avez beaucoup parlé de l'agriculture, de l'alimentation, du commerce, tout ça, je suis complètement d'accord. Et on a des idéaux, des idées très positives en fait, sur un futur qui pourrait être très enthousiasmant par rapport à ces domaines-là. Mais en revanche, le numérique, j'ai l'impression qu'on le tait et qu'on n'en parle jamais, même si on est tous conscients, comme vous l'avez bien mentionné, Guillaume Pitron a écrit un livre sur les terres rares qui montre que c'est juste incompatible, cette croissance infinie dans le digital, dans le numérique. Or, aujourd'hui, on balance le mot vert et numérique ensemble sans pour autant les remettre en question. Donc, comment est-ce que vous pourrez imaginer une politique qui soit acceptable vis-à-vis d'une décroissance du numérique ? C'est là qu'on voit que, quand je disais l'écologie, peu importe ce qu'on y met derrière, c'est l'école de la complexité. C'est l'école aussi de l'indulgence, parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a jamais de problème simple et de solution simple. Tout d'un coup, on va vous parler de la voiture électrique comme étant la panacée, puis en creusant un peu, on s'aperçoit qu'on déplace parfois les problèmes. Bon, c'est pas aussi simple que ça. Le numérique, tous devant nos ordinateurs, avec le télétravail, voilà, on a l'impression d'être très vertueux. Et puis un beau matin, on découvre que ce n'est pas si simple que ça. D'ailleurs, dans le livre dont je parlais tout à l'heure, Le bug humain de Sébastien Boller, on découvre, mais par d'autres biais, que l'impact du numérique sur le climat va bientôt dépasser celui du transport aérien. Et on découvre surtout que la principale consommation du numérique et d'Internet, c'est assez intéressant quand même sur l'état de notre société. La majorité de la consommation d'Internet, pardon messieurs,
c'est la consultation des films pornographiques. Alors, mesdames, ne vous réjouissez pas parce que derrière, juste derrière, c'est la consultation des vidéos de chats. Donc, c'est... No comments. Mais c'est quand même... Non, mais voilà, c'est simplement vous dire que nous sommes dans ce point, comment dire, très compliqué, où d'un côté, on a l'impression de se libérer, et de l'autre côté, on se contraint. Et c'est pour ça que je considère que nous sommes d'abord dans une crise culturelle. Voilà. Et ce monde virtuel qui nous, quelque part, nous éloigne du monde réel, il a des vertus. Je suis incapable de vous dire si, pour finir, Internet a plus bénéficié à l'humanité qu'il ne l'a... Voilà. Mais le sentiment que j'ai, c'est qu'on se porte plus nos vices que nos vertus avec Internet. Mais bon, je vous dis ça d'intuition. En tout cas, vous avez raison. En l'état, Internet est parti pour devenir pratiquement, avec les centres data, un des premiers consommateurs d'énergie. Alors, est-ce que cette énergie, on va pouvoir la récupérer? Je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, encore une fois, c'est que l'économie à flux tendu telle qu'elle existe aujourd'hui, vous savez, quand j'étais ministre, je couvrais 3-4 portefeuilles. J'étais ministre des Transports, ministre de la Mer, ministre de l'Énergie, etc. Et un jour, on me dit, d'ailleurs pas très longtemps avant que j'ai quitté le gouvernement, on me dit, monsieur le ministre, la semaine ou dans 15 jours, il faudrait que vous alliez au Havre ou à Dunkerque, je ne sais plus, peu importe, parce qu'on va mettre à l'eau un super porte-container avec 20 000 ou 25 000 containers à bord. Et c'est sur un plan technologique, sur un plan de l'emploi, c'est magnifique. Mais sur un plan purement écologique, c'est dramatique. Parce que ce porte-container, d'abord, il va transporter des biens qui vont croiser d'autres porte-containers qui vont amener exactement les mêmes biens de l'autre côté de la planète. Je vous signale que dans un genre identique, tous les jours, sous le tunnel de Fourvière à Lyon, vous avez des camions de tomates qui montent d'Espagne pour aller en Finlande et des camions qui arrivent de Suède et qui descendent au Portugal. Ce monde-là, il ne peut pas durer. Et le monde actuel, parce qu'on me dit, mais est-ce que vous croyez qu'on peut accepter la décroissance? Mais il faut poser la question autrement. Est-ce que ça va se terminer autrement? Donc il vaut mieux l'organiser, parce qu'il y a des choses qui vont forcément décroître à partir du moment où vous puisez dans des ressources qui sont finies. Donc voilà, j'essaie de répondre à votre question. On est, comment dire, nous subissons les rebonds, les effets pervers qu'on n'a pas vu venir. On est pris de court, on n'a pas été mal intentionné. Et c'est ça qui est terrible, et c'est ce qui rend peut-être la situation difficilement acceptable, c'est qu'un mal immense puisse être produit sans mauvaise intention. C'est une sorte de scandale pour nous. On pensait bien faire. Et là, tout d'un coup, on découvre. C'est en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que dans votre exposé, comme je le dis pour la voiture électrique, etc., ça montre bien qu'on est dans une grande complexité, que ce n'est pas simple. Et donc, pour revenir à ce que je disais dans mon introduction, ça ne peut pas s'accommoder d'une société qui se disperse, d'une société qui s'affronte. On a besoin de toutes les intelligences. Il faut mobiliser les consciences et les intelligences. Voilà. Ce n'est pas forcément ce qui est en train de se passer. Baptiste Quignou, étudiant en 2e année. Bonsoir Monsieur Hulot, vous avez parlé de la réalité scientifique. Donc ma question porte sur votre rapport à la science. Quand on prend les rapports du GIEC, vous citez évidemment ceux qui montrent la catastrophe possible avec tous les risques liés au réchauffement climatique, ce que vous avez raison de faire, mais vous ne citez pas les rapports qui montrent que l'énergie nucléaire est quasi inévitable pour rester en dessous du seuil des 1,5 degrés. Pour le glyphosate, la communauté scientifique a des avis très variés, et vous ne citez que les avis qui sont contre. Donc, pourquoi, pour résoudre un problème qui est si complexe et qui nécessite justement tout le pragmatisme et toute l'objectivité de la communauté scientifique, vous choisissez d'avoir une utilisation assez partiale et biaisée des rapports scientifiques? Un petit parfum de climato-scepticisme. Pas du tout. Aucun de mes mots n'est climato-sceptique. Vous savez, moi j'ai cette chance, justement, contrairement à vous, je ne suis pas scientifique. Donc, je m'informe comme chaque responsable politique et chaque citoyen de la planète, là où il y a une autorité scientifique. Sur le climat, par exemple, et on parlera des pesticides, insecticides et tutti quanti tout à l'heure.
il y a eu une question qui a été posée à la fin des années 70, des années 80. Est-ce que l'homme a une responsabilité dans les changements climatiques? Certains en étaient convaincus, d'autres pas, et le doute méritait d'être instruit parce que ça paraissait totalement improbable, inconcevable, que l'homme qui paraît insignifiant à la surface de la Terre puisse être responsable de déséquilibres, de briser des équilibres qui se sont formés pendant des centaines de milliers d'années. Et vous aviez des écoles, des chapelles, etc. Souvent d'ailleurs des gens qui se prononçaient bardés de diplômes ou de statut scientifique, mais qui n'avaient absolument aucune compétence dans le domaine de la climatologie. Et au moins on peut rendre grâce aux institutions internationales. Elles se sont dotées d'un organisme qui n'est pas une officine d'écologistes hirsutes, mais qui est simplement une organisation qui compile, synthèse, étudie des milliers de rapports multidisciplinaires et internationaux. Et pas à pas, le GIEC, avec parfois moi presque une prudence que je leur aurais presque reprochée, a fait un certain nombre de modélisations, de prévisions, parce que c'est très compliqué. Et on s'aperçoit, malheureusement aujourd'hui, que tous les scénarios du GIEC, tous, non seulement sont en train de se réaliser, mais ils ne les ont pas sous-estimés, mais ils les ont fait avec une grande prudence, et que ça va beaucoup plus vite qu'ils ne l'imaginaient. De mon point de vue, mais pas parce que c'est une intuition, c'est le GIEC qui fait autorité. Mais je vais vous dire, je ne sais pas, c'est pas forcément ce que j'ai fait de mieux, mais j'ai beaucoup voyagé. Est-ce qu'il y a besoin aujourd'hui simplement de lire les centaines de pages du GIEC pour se rendre compte qu'il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne plus et qui est en train de nous échapper? Où qu'on aille dans le monde, tous les repères volent en éclats. Donc ce n'est pas simplement que je nie, c'est qu'il y a un moment ou un autre, il faut que la parole, la science et le diagnostic soient tranchés. Il a été tranché. Est-ce que ça veut dire qu'à Paris, vous avez 180 chefs d'État, 194 chefs d'État qui sont venus acter un document signer un document qui acte un diagnostic et qui se serait laissé berner en se mettant comme objectif de sortir d'une économie carbone en 2050? Parce que ce que vous me jetez, vous pouvez le jeter à la face de tous les dirigeants qui sont venus à Paris. Non, la science a tranché. Et quand vous parlez du glyphosate, d'abord, moi, quand je préférerais, je veux dire, si on doit se tromper, il vaut mieux se tromper dans l'autre sens. Parce que si on doit se tromper sur le glyphosate, je préférerais qu'on se trompe et qu'on demain matin, on nous fasse la démonstration que le glyphosate n'a aucun danger. En tout cas, déjà, il en a pour l'environnement. Mais vous avez une agence internationale qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé. Alors après, peut-être que c'est des rigolos qui y travaillent, mais enfin, qu'est-ce qui me permettrait de le dire? Elle ne s'est jamais trompée dans ce diagnostic. Jamais trompée, cette agence-là. Et elle a dit que le glyphosate était un cancérogène probable. On ne peut pas aller au-delà. Pourquoi on ne peut pas aller au-delà? Parce que si vous mettez un peu de glyphosate sur votre peau, vous n'allez pas mourir instantanément. Parce que les phénomènes, c'est des phénomènes cumulatifs, de biocumulation, dont la relation de cause à effet se font sur une échelle de temps très longue. Mais dans ce monde, justement, de folie, où on n'applique pas à minima le principe de précaution, est-ce qu'il faut attendre d'avoir une liste funeste, comme pour l'amiante, par exemple, pour commencer à réagir, ou est-ce qu'il vaut mieux pas, à un moment ou à un autre, par prudence? Il paraît assez évident aussi, pardon de le dire, mais que quand vous mettez des produits qui tuent des petits organismes, pourquoi sur la longueur, ça n'affecterait pas des organismes plus gros? Franchement, voilà. Et donc je considère que, de surcroît, ça n'est pas remettre en cause ce que les intrants, insecticides, fongicides, pesticides ont apporté comme soutien, notamment après-guerre, mais comme il en est de ce domaine comme de domaine énergétique, il y a des alternatives qui permettent de s'en passer et donc de se priver de ce risque et probablement de cette réalité. Voilà. Donc je ne suis pas partial, mais moi, étant un profane et un ignorant, je vais là où il y a autorité. Voilà. Ou alors, encore une fois, pardon, je le répète, ça veut dire que la science nous a trompés et a trompé toute la communauté internationale. Moi, je préfère que le doute profite à la prudence et à la sagesse plutôt qu'à l'excès.
Bonsoir. Je signale pour le micro, il y avait 2 personnes devant depuis le début. Allez-y. Bonsoir. Du coup, moi, j'ai l'impression depuis tout petit d'entendre parler d'écologie. J'avais l'impression que le problème, il était simple. Et en fait, quand je suis arrivé un petit peu ici, ça fait 2-3 ans que j'étudie la question un peu plus en profondeur. Et je me rends compte que c'est très, très compliqué. Ça, je vous confirme. Et en fait, quand vous parlez, quand beaucoup de gens en parlent, on a l'impression que tout le monde est au courant du problème. Mais finalement, on n'est vraiment pas au courant. Jean-Marc Jancovici parle qu'il faudrait former de 10 à 20 heures les cadres pour avoir un petit point de vue. Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait quand même plusieurs mois pour avoir un point de vue après global de qu'est-ce qu'est le problème. Donc ma question, elle est simple. Quand est-ce que vos générations retournent à l'école pour apprendre là-dessus, notamment les réalités physiques derrière l'économie? Quand vous voyez qu'à l'École nationale d'administration, ce que l'on appelle d'un terme un peu fourre-tout, le développement durable est encore optionnel, ça veut dire qu'on n'a pas révisé sa manière de faire. Et donc vous avez raison. Alors maintenant, le fait qu'on soit à Polytechnique et que vous vous intéressez à ce sujet, ça prouve peut-être que les prochains auront quand même une perception. Mais c'est vrai, je le disais dans ce que j'appelle les freins, tout le monde n'a pas la même conscience. Tout le monde a entendu parler d'écologie, mais tout le monde n'y met pas la même gravité. Pour certains, encore une fois, c'est un sujet. Pour ceux qui se sont vraiment penchés dedans, c'est le sujet. Mais pour le citoyen lambda, et je dis ça sans aucune mépris, qui est confronté à des problèmes immédiats, ces millions de foyers qui sont à 30 ou 40 euros près par mois, qui ne savent pas très bien dans quelle filière mettre leurs enfants, pour ne parler que de nos sociétés. Ils n'ont pas envie ou ils n'ont pas la possibilité, en plus de charger la barque d'angoisse d'un avenir qui serait encore plus sombre. Donc oui, c'est compliqué. Et personnellement, je ne pensais pas que je me passerais 30 ans de ma vie pour essayer de mobiliser sur un sujet qui me paraissait tellement évident. Et je me rends compte qu'on a beau être en 2020, j'ai encore des gens qui confondent le trou d'ozone avec les changements climatiques. Bonjour. Merci pour votre présence ici ce soir. Je voudrais vous poser une question qui concerne la place des intérêts privés dans la transition écologique. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'annonces de la part d'acteurs privés sur le fait qu'ils s'engagent, du monde de la finance, des dirigeants d'entreprise. Est-ce que vous croyez que c'est réel et qu'on peut leur faire confiance, ou que c'est plutôt de la communication et qu'il faudrait les contraindre vraiment davantage? Et pour aborder un sujet qui concerne un peu plus l'école, vous le savez peut-être, il y a Total qui va installer sa direction recherche-innovation sur le campus. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne chose d'avoir des intérêts privés au milieu d'un campus, d'une école publique, et de nouer des partenariats avec la recherche? Ou est-ce que vous pensez que ça peut être dangereux et compromettre l'indépendance de la recherche et de l'enseignement public? Là, vous avez la réponse. Vous avez la réponse dans la salle. Très sincèrement, je le dis sans polémiquer, pour moi c'est totalement antinomique. C'est pas conforme au statut d'une école comme la vôtre d'avoir cette proximité et ce lien. Voilà. Donc maintenant, pour élargir la question, moi je mets pas, comme pour les politiques, je mets pas tous les acteurs économiques, tous les acteurs industriels dans le même bain. Vous avez, j'ai connu des grands patrons je pense à Jean-Dominique Sénard, ancien patron de Michelin, actuel patron de Renault. Vous avez des gens à ce niveau d'intelligence qui tiennent compte des paramètres et qui ont envie de changer, qui ont envie de redonner aussi à l'industrie, à l'économie de la noblesse et de la dignité, et qui n'ont pas oublié que l'économie comme l'entreprise, initialement, c'est au service de l'homme, et non pas, comme ça l'est devenu, d'utiliser l'homme au service de l'intérêt de quelques-uns. Donc il faut accompagner ceux, demain je vais à Change Now au Grand Palais, voir des petites, des moyennes, des grandes entreprises qui innovent. Moi je dis welcome, sans être ni naïf, mais sans faire de procès d'intention. On a aussi besoin. Mais d'abord parce que je me suis rendu compte qu'il en est en économie comme en politique. Parfois on va rentrer dans ce périmètre de réflexion par opportunité, mais parfois, chemin faisant, on se piège. C'est-à-dire qu'on découvre que pour finir, d'abord, il y a une réalité, puis pour certains qui ont peut-être l'esprit cupide, ils peuvent aussi découvrir qu'il peut y avoir une opportunité économique, parce qu'il y a quand même des choses qui vont se créer.
et qui sont en train d'être en gestation dans d'autres pays. Donc voilà, il ne faut pas faire de procès d'intention, mais chacun son rôle. C'est quand même aux politiques de fixer des règles. C'est quand même aux politiques de fixer des caps. Et c'est aux acteurs économiques, après, évidemment, eh bien, de rester dans les colonnes et d'abonder la recherche, l'investissement, en fonction des objectifs que l'on se soit fixés. Merci. Bon, j'avais une question méchante, mais c'est grosso modo la question qui a été posée sur le nucléaire et le glyphosate. Mais j'ai une question un peu moins Si méchante. j'avais su, je ne vous aurais pas donné la parole. N'est-ce pas? Mais en fait, quand vous étiez ministre, un jour à vos côtés, Édouard Philippe a eu des mots très forts en parlant d'effondrement. Alors, il lisait le bouquin de Jared Diamond et puis il a dit « Cette question me travaille plus que certains pourraient l'imaginer ». Enfin, on aurait pu s'attendre à une sorte d'épiphanie. Et vous qui avez côtoyé l'exécutif au plus haut niveau, comment vous expliquez que ça se voit si peu? Parce que, bien sûr, il y a des discours, mais on doit avoir des discours qui sont suivis par des actions. Alors, entre les actions et les discours, il y a les intentions. On peut comprendre, quand vous l'avez expliqué, pourquoi il n'y a pas d'action, mais on ne voit même pas les intentions, notamment l'intention de faire rejoindre, comme vous l'avez aussi dit, la résolution de la crise environnementale avec la crise sociale, ce qui est absolument essentiel, comme vous l'avez mentionné. Comment ça se fait qu'on le voit si peu? Est-ce que vraiment, est-ce qu'il est tout seul ou c'est vraiment, on assiste à ça effaré, vraiment, en tant que citoyen, c'est dingue. Je me souviens très bien de la séquence avec Édouard Philippe. Je crois qu'on faisait un Facebook Live tous les deux. Et puis à mon grand étonnement, moi qui évidemment, comme vous connaissez le livre Collapse, je vois Édouard évoquer ce livre. J'ai toujours pas compris. Est-ce que c'est parce que ses conseillers lui ont dit « Tiens, ça va faire plaisir à Hulot, t'as qu'à évoquer ce livre ». Honnêtement, j'en sais rien. Est-ce que c'est parce que ce livre l'avait touché et qu'il en tirait des leçons? Mais moi, je ne suis pas, comment dire, beaucoup m'ont dit, en fait, dans ce gouvernement, ils t'ont pris pour faire la photo, ils t'ont instrumenté. Je ne crois pas que ça soit, c'est jamais aussi simple que ça. Je pense qu'au moment où le président Édouard, le Premier ministre m'ont pris, je pense qu'il y avait des intentions. Mais après, ils ont été rattrapés par ce que j'appelle le court terme. Il faut quand même voir qu'on est dans une société qui est très réactive. Dès que vous touchez à quelque chose, ça s'enflamme sur les réseaux sociaux, ça s'enflamme sur les chaînes d'infos. Vous avez des tas de catégories socio-professionnelles que je ne vais pas énoncer ici pour ne pas les stigmatiser, mais qui peuvent vous paralyser toutes les villes de France. Et puis, avant, vous les avez identifiées. Et donc, voilà, c'est plus simple que se dire ils n'ont rien compris. Voilà. Après, on est reparti dans une forme de conformisme, de routine, et parti, voilà, ces bonnes intentions. Moi, je me rappelle le premier déplacement que j'ai fait avec Édouard, il m'a regardé, il m'a dit « Tu vas voir, on va tous les surprendre ». Et moi, je l'ai cru. Et je pense qu'au moment où il disait, il y croyait. Mais la différence aussi, c'est que je pense qu'il avait cette intention, mais il ne quantifiait pas la mienne. C'est-à-dire, moi, c'est une approche systémique. Ce que j'avais dit au président, je lui avais dit, mais pas parce que tu vas me nommer que ça va marcher. Soit on a une feuille de route commune et tous les 8 jours, tu réunis le gouvernement, et notamment les ministres qui sont concernés, et tu distribues les rôles et tu vois si tout ça va dans le même sens. Mais 15 jours après, j'étais déjà en confrontation avec le ministre de l'Agriculture. Donc 15 jours après, j'avais déjà ce doute que ça n'allait pas marcher. Je lance un plan hydrogène parce que je crois beaucoup dans l'hydrogène, par exemple. Je prends, je ne sais plus combien c'était, 800 millions d'euros sur mon budget. 2 heures après, j'ai un communiqué de Bercy en disant que le budget n'avait pas été arbitré. Donc en permanence, j'étais recalé. Au point d'ailleurs, c'est vrai qu'un jour, j'ai posé la question et personne n'a été capable de me répondre. J'ai posé la question, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je peux décider tout seul dans ce gouvernement? Je n'ai jamais eu la réponse. Voilà, on peut peut-être en reprendre une et puis... Bonjour. Bonjour. Ici. Je m'appelle Corentin Houpert, je suis représentant je suis à votre droite. Voilà. Encore. Voilà. Ah ben voilà, pardon. Je m'appelle Corentin Houpert, je suis représentant des doctorants au CADIP Paris. Donc juste par rapport à Total, je vais vous dire de vous armer de patience parce que Éric Labbé a dit que la présence de Total était due à un lien historique avec l'école. Donc c'est juste pour info.
Donc, je voudrais vous poser la question, est-ce que c'est vous qui avez choisi le titre de la conférence? Parce qu'il me paraît un peu bizarre. Donc, je vais juste le rappeler. C'est pourquoi nous risquons de perdre la main dans la crise écologique actuelle. Donc, je vais essayer de reprendre un peu ce que vous avez dit, des notes que vous avez données, parce que ça m'a paru assez... Enfin, c'est quelque chose qui est propre à l'homme. Hein. Je me mets aussi au niveau de la réflexion. Donc vous nous avez dit que pour faire du progrès, dans le cadre du progrès, on pouvait se prendre pour des dieux parce qu'on disposait de la science et qu'il fallait se remettre au niveau de ce qu'on est, donc des hommes. Et vous nous avez dit après, il faut oser faire les choses en grand. Donc c'est un peu, moi ça me fait tiquer. Ensuite, je rappelle qu'on a pendant le plan Marshall, on a établi des modèles économiques mathématiques, mais qui étaient à très court terme. Donc je vous demande sur quoi est-ce qu'on a la main. Et je voudrais, pour terminer, vous demander, rappeler quelques courants. Enfin, je fais des mathématiques et pendant la période dans les années 70, il y avait le bourbakisme qui était présent et on a un peu matraqué. Il y a eu de la violence psychologique vis-à-vis des élèves et c'était un peu lié à la période. Il y avait Lacan. Voilà. À cette heure-ci, j'ai le cerveau un peu embrumé. Donc, essayez bien de me préciser la question. Non mais... Simplement que j'ai précisé la question parce que je ne voudrais pas tomber à côté de la plaque. Oui, non, je pose le contexte. Maintenant, la question, c'est quelles sont les idées actuelles que vous avez l'air d'être nouvelles et pas être juste du ressassement d'anciennes idées qui permettent d'aller de l'avant. Bon, ben vous avez du temps ? Bon, non. Bon, d'abord, désolé si le titre ne vous a pas plu, mais c'était simplement ce que je voulais essayer d'expliquer, mais visiblement, il faudra qu'on refasse une deuxième séance. C'est pourquoi nous avons tout pour être heureux, y compris l'économie, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce que qu'on le veuille ou pas, l'argent ne fait pas tout, mais il peut faire beaucoup. Encore faut-il que l'argent soit là où il faut et affecté à ce qu'il faut. Mais c'est vrai aussi qu'au fil du temps, et c'est aussi ce que j'ai probablement oublié de dire dans les difficultés de la démocratie aujourd'hui, c'est que les hommes politiques n'ont pas de marge de manœuvre parce qu'ils se sont laissés priver d'un pan entier de l'économie qui s'est organisé pour échapper à la solidarité. Il ne faut pas oublier de le dire. Et donc si, par exemple, en Europe, à 28, on décidait de remettre l'économie spéculative, l'optimisation fiscale au pas, croyez-moi qu'on pourrait trouver des milliers de milliards d'euros pour pouvoir amorcer la transition énergétique et atténuer la crise sociale. Donc j'ai voulu rentrer dans cette complexité par effectivement qu'est-ce qui nous empêche alors que nous avons, encore une fois, comme le disait Einstein ou comme le disait Edgar Morin, on a tout ce qu'il faut, mais on en fait un très mauvais usage. Et donc j'ai essayé simplement, non pas de vous faire un algorithme, j'emploie le mot algorithme parce que comme j'ai un mathématicien, je me dis que ça peut aider, mais simplement parce que je pense que le problème, il n'est pas simplement sur des outils pratiques, même si après il faut y adosser des esprits pratiques, des outils pratiques, pardon, il est un problème culturel. Voilà, c'est qu'on gâche nos moyens et nous n'avons plus de vision, nous avons inversé les fins et les moyens. Et donc je pense que si nous n'avons pas une interrogation intime, comme c'est évoqué tout à l'heure, une espèce d'introspection pour comprendre pourquoi, alors qu'on a tout pour faire un saut qualitatif, tout, je le dis bien, on ne l'aura pas longtemps. Et quand je dis que nous risquons de perdre la main, je ne sais pas si des images d'Australie vous ont frappé l'esprit comme moi, mais quand je vois qu'un pays est dépassé, qu'à un moment ou à un autre, il ne sait plus quoi faire, mais sans aller en Australie. Moi, quand j'étais ministre, on m'a envoyé en Antilles pour les problèmes des sargasses. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les sargasses. Bon, eh bien, intéressez-vous à ce que c'est que les sargasses. J'avais rien à leur proposer aux Antillais, tellement le phénomène nous dépasse. Il nous dépasse sur un plan environnemental, sur un plan économique et sur un plan sanitaire. Et des choses qui nous dépassent, qui fait qu'on a perdu la main, on est là, on ne sait pas quoi faire. L'argent ne fait rien. Donc,
petit à petit, on a un bon nombre de phénomènes qui nous dépassent. Et il y a un moment, un autre, on va perdre la main sur le global. C'est simplement ce que j'ai voulu dire. Et qu'il serait temps que l'humanité ait un peu plus d'humilité. Voilà, simplement qu'elle se rende compte qu'elle est très puissante, qu'elle peut faire beaucoup de choses, mais qu'elle ne peut pas tout faire. Et que le jour où il n'y aura plus d'abeilles, eh bien, aussi doué qu'on sera, vous me direz qui va aller polliniser chaque plante alimentaire. Voilà ce que j'ai voulu signifier. Bien. Merci Monsieur Hulot, encore une fois, pour vos réponses face à ces questions qui étaient plus ou moins courtes. Et pour vos réponses qui, elles, étaient toujours longues. Je remercie toute la salle d'être venue et j'en profite pour faire 2 points. Le premier, c'est que désormais, cette conférence a été organisée dans l'ensemble du cycle de conférences ingénieurs de demain pour les X, pour le cycle ingénieur. Ce cycle de conférences est désormais adossé à un autre cycle qui est plutôt adressé pour les masters, mais auquel tous les X sont invités. Le cycle Innovation, Research and Energy, peut-être dans un autre sens que ça, mais et dont la prochaine conférence est le 6 février. Et c'est Yves Bréchet qui viendra nous parler de la transition énergétique et de son implémentation dans la vie réelle, donc passer du laboratoire à l'implémentation dans la vie réelle. Voilà, donc je vous invite à venir. Encore une fois, merci à tous.